Bonjour, Florent Aptel, donc je suis ophtalmologiste, professeur d'ophtalmologie, spécialiste du glaucome et chirurgien du glaucome, et je suis président de la Société française du glaucome, donc la société qui réunit les médecins spécialistes du glaucome, et je suis également président du conseil scientifique de l'Association France Glaucome, AFG, Association de patients glaucomateux français. Comment pourriez-vous définir le ou les glaucomes ? Alors il existe effectivement différentes formes de glaucome. Le glaucome ou les glaucomes ont en commun d'être une maladie du nerf optique, donc le nerf qui relie l'œil au cerveau, et c'est en fait une destruction progressive du nerf optique qui est liée à différents facteurs de risque, dont l'élévation de la pression qui règne à l'intérieur de l'œil. Donc on peut dire que l'excès de pression, en quelque sorte, pour simplifier, détruit le nerf optique. C'est une maladie fréquente, il y a 1 200 000 à 1 500 000 personnes atteintes en France. C'est une maladie qui, si elle n'est pas traitée, évolue lentement, mais au bout du compte peut conduire à la cécité, alors que lorsqu'elle est dépistée tôt et traitée tôt, les traitements généralement sont efficaces pour prévenir l'évolution, prévenir l'aggravation vers la cécité. Quelles sont les causes principales du glaucome ? Alors il n'y a pas de cause, une cause ou des causes uniques. On parle dans les études de facteurs de risque. Il y a 4 ou 5 facteurs de risque bien identifiés, dont un qui peut être traité. Le facteur de risque le plus important probablement et qui peut être traité, c'est l'élévation de la pression dans l'œil, ce qu'on appelle la PIO, la pression intraoculaire. Il y a également l'âge. Plus on est âgé, plus le risque de glaucome augmente. L'hérédité, lorsqu'on a des glaucomes dans la famille, on a un risque plus élevé. La myopie forte. Lorsque l'œil est très myope, très grand, le risque de glaucome est augmenté. Et également, il y a des facteurs ethniques. En fait, plus la pigmentation de la peau est importante, plus le risque de glaucome est important. Et donc, notamment les Africains, les gens des Caraïbes ou d'Amérique du Sud ont un risque de glaucome nettement plus important que les Caucasiens, que les gens originaires d'Europe ou Europe du Nord. À quel âge doit-on dépister le glaucome et chez qui ? Alors on conseille, c'est très simple, à partir de 50 ans, pour toute personne, tout le monde peut être atteint, c'est asymptomatique longtemps, donc à partir de 50 ans, tous les 2 ans, on doit avoir un dépistage du glaucome. C'est notamment vrai si on est originaire, comme on l'a dit, d'Afrique ou d'Amérique du Sud ou du Caraïbe, si on est myope fort, ou si on a dans sa famille, chez ses parents, grands-parents, des cas de glaucome. Mais toute personne à partir de 50 ans doit avoir tous les 2 ans au moins un dépistage du glaucome. Quels sont les examens utiles pour diagnostiquer un glaucome ? Alors, ce sont les examens simples, rapides, indolores, sans risque et sans contact avec l'œil. On mesure la pression intraoculaire, c'est juste un petit jet d'air qui vient au contact de l'œil, donc il n'y a pas de contact direct, c'est pas douloureux du tout. On mesure donc le chiffre de la pression intraoculaire, normalement compris entre 10 et 21 mm de mercure, et on examine avec une petite lentille le nerf optique, l'émergence du nerf optique dans l'œil qu'on appelle la papille optique. C'est un tout petit peu éblouissant, mais le verre qu'on utilise ne touche pas l'œil, c'est pas douloureux, il n'y a pas de risque et ça n'empêche pas de conduire après. Donc ça prend quelques minutes et c'est très facile à réaliser. Quels sont les symptômes ressentis ? Alors c'est une très bonne question parce que justement le glaucome souvent n'est pas symptomatique ou très longtemps asymptomatique et c'est ce caractère insidieux ou sans symptômes qui fait qu'un glaucome peut évoluer longtemps et s'il n'y a pas de dépistage, en fait le glaucome évoluera pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans et on le diagnostiquera très tardivement au stade de cécité, de perte de la vue. Par contre, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de rougeur, il n'y a pas de symptômes ressentis par le patient et l'aspect externe de l'œil, la morphologie de l'œil n'est pas modifiée. Donc voilà, c'est une maladie très très longtemps asymptomatique, ce qui fait son caractère dangereux. Quelle est l'évolution la plus fréquente ? On peut être très rassurant dans des pays dans lesquels il y a un accès facile à la médecine et aux soins ophtalmologiques. Lorsque le glaucome est diagnostiqué à temps, lorsqu'il est bien traité, lorsqu'il est suivi régulièrement, dans 95 à 98% des cas, il n'y a pas d'évolution du glaucome, pas d'évolution vers la perte de la vue. Donc on peut dire qu'on contrôle très bien par des moyens simples la très grande majorité des glaucomes en France ou en Europe. Quels sont les traitements en fonction du type de glaucome ? Alors il y a 3 types de traitements. Les traitements médicaux par des collyres, donc des gouttes qu'on va instiller pour baisser la pression, des traitements laser qui ont également pour but de baisser la pression, et des traitements chirurgicaux. On débute par les traitements les plus simples par des collyres, donc typiquement on débute par une monothérapie, une goutte, un collyre. On suit le patient, s'il n'y a pas d'évolution, on suit le patient tous les 6 mois, 2 fois par an.
S'il y a évolution, on renforce le traitement. On rajoutera un deuxième collyre, éventuellement un troisième collyre. S'il y a encore une évolution malgré 2 ou 3 collyres, on peut faire un laser en plus des traitements par collyre. Et si vraiment, malgré les collyres, malgré le laser, il y a toujours une évolution, on va opérer le patient du glaucome pour réduire à une valeur plus basse la pression intraoculaire et donc pour stopper l'évolution du glaucome. Que pensez-vous des compléments alimentaires ? Alors c'est une bonne question et c'est une question fréquemment posée par les patients qui souhaitent en fait savoir comment par leur alimentation, par leur mode de vie peuvent influer sur le glaucome. Et malheureusement la réponse est un peu décevante. Il y a eu beaucoup de compléments alimentaires évalués dans des études et jamais une étude a montré formellement l'effet bénéfique d'un complément alimentaire. Donc on dit aux patients, ayez un mode de vie équilibré, ne fumez pas idéalement, ne consommez pas d'alcool ou pas trop, mangez sainement, mais malheureusement il n'y a pas de complément, il n'y a pas d'aliment qu'on peut formellement conseiller et qui ralentirait l'évolution du glaucome. Peut-on prévenir le glaucome actuellement ? Le dépistage et le traitement précoce, c'est tout, mais par contre dans le mode de vie du patient, l'alimentation, les compléments, le sport, l'activité physique, les écrans, le travail, les lunettes, etc. Il n'y a rien malheureusement qui protège ou qui réduit du risque de glaucome. Donc il faut le dépister et quand il y en a un, il faut le traiter précocement. Que peut-on dire sur les lentilles de contact, les sports à risque ou le transport aérien ? Dans la grande majorité des cas, quand on en porte et qu'on a un glaucome, on peut tout à fait continuer à en porter. On peut mettre des collyres avant de poser la lentille, après avoir déposé la lentille le soir, ou même certains collyres avec la lentille en place. Et il n'y a que des très rares cas de patients opérés du glaucome qui ne peuvent plus porter de lentilles de contact. Pour ce qui est des sports à risque, il y a peu de sports à risque. On déconseille quand même les sports qui peuvent entraîner des traumatismes, notamment la boxe. Et on déconseille également les sports qui entraînent des variations importantes de la pression intraoculaire, notamment la plongée sous-marine, ou alors la plongée quand les lunettes appuient sur l'œil. Donc voilà, les sports de combat ou les sports à risque de traumatisme doivent être évités, où l'œil doit être protégé, ou la plongée sous-marine, ou également on peut dire que c'est pas tout à fait un sport, mais on peut dire que les instruments avant, par exemple la trompette, augmentent la pression dans l'œil et sont globalement déconseillés. On peut prendre l'avion, les variations de pression dans les cabines sont peu importantes, les cabines d'avion sont pressurisées tout à fait correctement, pas d'impact sur la pression intraoculaire, pas d'impact sur le risque d'évolution du glaucome, et même quand on a été opéré d'un glaucome, au bout de quelques semaines, on peut tout à fait reprendre l'avion normalement. La perte de la vue est-elle encore une fatalité ? Alors non, absolument pas, on peut tout à fait rassurer les patients. C'est vrai que quand on donne aux patients un diagnostic de glaucome, souvent la personne concernée se renseigne, on peut regarder sur Wikipédia, sur Internet, on voit cécité. Alors non, malheureusement, dans 98, 99, 99,5% des cas, lorsqu'un glaucome est traité, à temps, bien suivi et que le patient met ses traitements et revient au rendez-vous de contrôle, il n'y a pas d'évolution vers la cécité. Donc les cas de cécité, en France, en Occident ou dans les pays à haut niveau de vie, sont bien heureusement très rares chez les patients glaucomateux, bien traités et bien suivis. Pour les patients qui résident dans d'autres régions que l'Europe, on peut être rassurant, maintenant dans tous les pays, il y a au moins accès facilement à des collyres et souvent à du laser. Et les collyres, dans 95% des cas au moins, suffisent pour contrôler l'évolution d'un glaucome. Donc même si on imagine un cas très défavorable d'un pays à bas niveau de vie, pour lesquels il n'y a pas de bloc opératoire, pas de chirurgien, pas de chirurgie, rien qu'avec des gouttes, avec une goutte par jour, dans la très grande majorité des cas, on contrôlera l'évolution du glaucome et il n'y aura pas d'évolution vers la perte de vue, pas d'évolution vers la cécité. À quelle vitesse évolue généralement la maladie ? Alors c'est difficile de répondre simplement parce qu'il y a de nombreuses formes de glaucome et l'évolution est très variable d'une personne à l'autre. Alors en fait, nous ophtalmologistes, quand on suit un glaucome, on se base surtout sur l'examen du champ visuel pour quantifier la vitesse d'évolution. Sans traitement, on peut dire qu'on perd le champ visuel en une durée qui varie de 5 à 30 ans. Donc vous voyez, 5 à 30 ans, c'est très variable. Il y a des formes d'évolution très rapides. En quelques années, on a perdu la vue. Il y a des formes sans traitement qui évoluent plus lentement. Et il faudra 10 ans, 15 ans, 20 ans ou plus pour perdre la vue. Donc très variable en fonction de l'âge du patient, du type de glaucome et du niveau de la pression intraoculaire. Peut-on ou pourra-t-on régénérer le nerf optique par des médicaments, la thérapie génique ou des cellules souches ? Alors malheureusement, à ce jour, non. Et c'est vrai que c'est un espoir fréquent des patients et c'est une question fréquente des patients
notamment, comme vous l'avez dit, qui ont des glaucomes évolués. Il y a beaucoup de travaux sur des médicaments, sur des cellules souches, sur des injections dans l'œil, sur des prothèses, sur des nerfs optiques artificiels. Il y a beaucoup de progrès, donc on peut être optimiste et on peut espérer des applications dans le futur, mais à ce jour, en médecine courante, il n'y a pas d'application. Donc il faut contrôler l'évolution d'un glaucome, mais un glaucome qui est évolué, malheureusement, on ne peut pas régénérer le nerf optique, on ne peut pas remplacer le nerf optique, on ne peut pas récupérer ce qui est perdu. Pas encore à ce jour. De nouveaux collyres sont-ils en cours de développement? Alors il y a 4 classes thérapeutiques principales, les prostaglandines, les bêta-bloquants, les alpha-2 agonistes et les inhibiteurs de l'hydrase de conversion. Dans ces classes thérapeutiques, il y a des nouvelles molécules en cours de développement. Et hors de ces 4 classes thérapeutiques, il y a des nouvelles classes thérapeutiques avec d'autres mécanismes d'action qui sont en cours de développement. Donc on a déjà beaucoup de collyres très efficaces, mais on aura d'autres collyres peut-être mieux tolérés, plus simples, moins d'instillation ou peut-être complémentaires ou plus efficaces dans les années à venir. Le mode de vie, le tabac, l'alcool, l'obésité, tout cela influe-t-il sur le glaucome? Alors relativement peu. On peut déconseiller le tabac et on peut déconseiller l'alcool ou l'alcool à dose élevée ou régulier parce qu'on sait que le tabac et l'alcool, de façon générale, même chez les non-glaucomateux, peuvent être toxiques pour le nerf optique. Par contre, pour ce qui est du travail, des écrans, des protections solaires, du sport, de l'alimentation, malheureusement, il y a peu d'effets sur la vitesse d'évolution d'un glaucome ou sur le risque d'avoir un glaucome. Donc on conseille une vie saine, mais il n'y a pas de facteur déterminant pour un patient glaucomateux pour l'évolution de son glaucome. Quel rôle jouent selon vous les associations de patients? Alors en tant que médecin et glaucomatologue, je pense que sans aucun doute, le rôle des associations de patients, il est évident, il est important, il est fondamental. On n'a pas le temps, nous médecins, ou pas assez de temps malheureusement, quand on voit un patient pour tout expliquer, pour expliquer les traitements, les symptômes, les évolutions, pour expliquer les pistes de la recherche, pour expliquer les compensations, les démarches administratives, vers qui se tourner. Les patients, souvent, n'osent pas poser les questions aux médecins parce que la visite, la consultation est un petit peu intimidante. Ils ne savent pas toujours où aller chercher les informations et donc ils ont besoin d'associations de patients qui pourront les renseigner. On a dans le domaine du glaucome des associations de patients, on peut citer notamment l'AFG, l'Association France Glaucome, on peut citer Retina France également qui fait beaucoup pour les patients glaucomateux et donc je pense que le rôle est important pour l'information, pour rassurer les patients, pour une écoute psychologique, pour leur expliquer les pistes de la recherche, pour les orienter dans les démarches administratives, un dossier MDPH, un dossier de prise en charge vers un hôpital, vers un centre, vers un spécialiste. Donc il y a plein d'actions concrètes qui sont importantes et que les associations de patients font et que les médecins ou les hôpitaux ou les cliniques n'ont pas toujours le temps ou les compétences pour faire. Retina France fonctionne avec vos adhésions, dons et legs. Pour soutenir l'association, rendez-vous sur retina.fr.